24 mars, des consultations politiques annoncées par le chef de l'État. Un point de presse a été tenu ce jour par le directeur de cabinet du conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Elles reposeront sur plusieurs principes clés dont la gouvernance inclusive et participative. Et puis les rebelles terroristes du M23 affirment leur retrait ce samedi de la ville de Walikale selon leur communiqué. À la ministre d'État des Affaires étrangères d'évoquer la rationalisation de la matérialisation de leurs décisions avant toute chose. Et en sport, page noire, le monde de la boxe en deuil. Il pleure l'une de ses légendes, en l'occurrence Georges Foreman, le redoutable poids lourd et ancien champion du monde, décédé la nuit de vendredi à samedi à 76 ans. On se retrouve pour un nouveau journal sur les antennes des Verts Pâturage Télévision. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Politique pour commencer. Début ce 24 mars 2025, des consultations politiques annoncées par le chef de l'État lors de son discours devant les membres de l'Union sacrée. Un point de presse a été tenu ce samedi 22 mars par le directeur de cabinet du conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'État qui était empêché. Ces consultations reposeront sur plusieurs clés, sur plusieurs principes clés, dont la suprématie de la Constitution et la gouvernance inclusive et participative. Suivez. Celles-ci seront fondées sur le respect d'un certain nombre de principes, notamment la suprématie de la Constitution, l'unité nationale, l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation et l'intégrité du territoire national, la souveraineté nationale, le respect des institutions dûment établies et la gouvernance inclusive et participative. Donnant effet à cette promesse du chef de l'État, nous avons l'honneur d'annoncer aujourd'hui le lancement de ces consultations politiques qui vont débuter le lundi 24 mars 2025 à Kinshasa. Ces consultations politiques vont viser essentiellement 4 catégories d'entités et de personnalités. 1. La majorité parlementaire réunie au sein de l'Union sacrée de la nation. Celle-ci comprend les regroupements et partis politiques de la majorité ayant adhéré à la vision du chef de l'État à l'issue des élections de décembre 2023. 2. Les partis et regroupements politiques de l'opposition, tant parlementaires qu'extra-parlementaires. 3. La société civile dans toute sa diversité. 4. Les personnalités. Il s'agit des femmes et des hommes qui, en raison de leur expérience et connaissances, de leurs initiatives et actes, ont eu à apporter et ou apportent une contribution significative au rayonnement positif de notre pays. Sont concernés dans cette catégorie notamment les anciens présidents des institutions et chefs de corps, les anciens candidats présidents de la République, les animateurs des entités publiques et privées ou des individus et plus généralement des femmes et hommes qui se sont distingués positivement dans tel ou tel autre secteur de leurs activités. La ministre d'État des Affaires étrangères était ce samedi face à la presse tant nationale qu'internationale. Il était question pour Thérèse Kayikwamba d'échanger en long et en large avec le chevalier de la Plume sur la situation sécuritaire. Malgré les enjeux complexes de l'heure, la patronne de la diplomatie de la République démocratique du Congo était plutôt déterminée et tenace. Suivez l'extrait de ce café de presse.
Nous avons eu une séquence de rencontres de haut niveau, nous avons eu aussi une série d'engagements et de promesses de haut niveau, mais jamais vraiment le décantement de la situation qui se traduisait avec une cessation des hostilités. Or que, en tout cas pour nous, République démocratique du Congo, c'est la priorité sine qua non. Nous sommes en train de suivre de près, même si physiquement nous ne sommes pas là de près, la situation qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo, les conditions dans lesquelles nos concitoyens sont forcés de vivre. Et évidemment, cela ne nous laisse pas indifférents. Et donc, il faut voir la rencontre de Doha dans exactement ce même contexte. Une séquence d'efforts de haut niveau, une séquence de déclarations de haut niveau qui, dans certains cas, n'avait pas nécessairement abouti aux résultats escomptés. Et donc, Doha s'inscrit dans la continuité de ces efforts, et je pense qu'il est important et louable de la part de la République, de voir que de la part de la République démocratique du Congo, en particulier de la part du président de la République, que cet engagement pour la paix continue et que nous ne tournons pas le dos à une initiative quelconque qui pourrait nous aider à faire décanter la situation. Et c'est dans ce contexte-là que la rencontre de Doha s'est inscrite, mais comme vous le voyez aussi dans le communiqué, en plein appui et dans une logique justement d'appui et de complémentarité aux autres efforts qui sont déjà menés, qui sont en cours et qui ont l'appui de l'Union africaine et même du Conseil de sécurité. Autre point d'actualité, les éléments de l'AFC M23 se seraient retirés ce samedi 22 mars de la ville de Walikale selon leur communiqué, prétendant vouloir favoriser des conditions propices aux initiatives de paix et de dialogue. La ministre des Affaires étrangères a lors d'un point de presse évoqué la rationalisation d'observer la matérialisation de cette décision. Avant toute chose, dans cet élément, la réaction de Thérèse Kayikwamba. Je pense que, encore une fois, nous sommes dans une logique où nous sommes tous mis à l'épreuve par rapport à ce que nous disons et ce que nous faisons. Il y a eu beaucoup de promesses, il y a eu beaucoup d'engagements, il y a eu beaucoup de concessions, et ça je le dis surtout en tant que responsable au niveau du gouvernement de la République démocratique du Congo. Nous allons évidemment voir si le M23 va se retirer de Walikale et si le M23 s'inscrit donc dans une logique justement de privilégier le dialogue, de privilégier la paix et surtout de privilégier les vies humaines qui jusqu'à présent n'ont pas vraiment fait état de considérations prioritaires. Donc nous espérons que cela se traduise dans des actions concrètes, mais en tout cas c'est une déclaration dont je viens de prendre connaissance. Il faut évidemment observer comment cela va se matérialiser. Encore une fois, nous en avons toujours fait la preuve. La République démocratique du Congo est en train de chercher la paix à travers le dialogue. Moi-même, j'ai participé pendant plus de 7 mois au processus de Luanda. Nous étions à Luanda le 14 décembre pour conclure les négociations d'un accord bilatéral entre la RDC et le Rwanda. Le président de la République était à Luanda le 15 décembre. Le président de la République était à toutes les rencontres internationales et régionales pour manifester sa disponibilité. C'est une disponibilité qui persiste et nous espérons que le M23 est maintenant épris aussi du même sentiment, surtout d'empathie vis-à-vis des populations civiles, et qu'il va aussi maintenant faire suivre ou répondre à ces promesses, si vous voulez, avec des actes concrets. Et puis, renforcement de la coordination de l'EAC-SADC face à la crise sécuritaire persistante à l'est de la République démocratique du Congo. Un sommet virtuel est annoncé la semaine prochaine. C'est le chef de l'État du Kenya qui l'a fait en connivence avec son homologue du Zimbabwe. Les détails dans ses commentaires signés Emeline Kambidio. Le bloc EAC-SADC continue de réaffirmer son engagement à mettre en œuvre les résolutions du sommet conjoint tenu le mois dernier à Dar es Salaam. C'est ce qui est contenu dans un communiqué publié le vendredi 21 mars après une rencontre entre le président du Kenya et celui de Zimbabwe, en même temps président en exercice de la SADC. Notre priorité est de répondre à la crise et d'assurer une paix durable, affirme le communiqué. Il sera question de statuer d'abord avec les 3 facilitateurs récemment désignés. Il sera question de statuer
sur le moyen d'appuyer le dialogue politique entre Kinshasa, Kigali et les groupes armés. Le sommet va également formaliser le processus de paix de Nairobi et de Luanda, entériné lors du sommet de Dar es Salaam tenu le 8 février dernier. Par ailleurs, la réunion va renforcer l'intégration régionale par l'accord de libre-échange tripartite EAC-SADC-COMESA et soutenir la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. Et puis la première ministre a éclairé le gouvernement sur la rencontre des Doha entre le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo et son homologue rwandais Paul Kagame. Judith Soumino a également fait part aux membres du gouvernement de sa satisfaction sur les résultats palpables à propos de l'interdiction illégale de l'exploitation des minerais de la RDC par le Rwanda. C'était lors de la 36e réunion du Conseil des ministres le vendredi 21 mars 2025. On en parle avec Shadrach Tenta. La communication de la chef du gouvernement a été marquée par deux points majeurs. D'abord, la rencontre diplomatique et sécuritaire qui s'est tenue à Doha entre le président Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame sous la médiation de l'émir du Qatar. Une réunion cruciale dans le cadre de tensions persistantes dans les régions de Grand Lac et qui ouvre la voie à un dialogue direct entre deux pays. La participation du président de la République à la tripartite de Doha est une nouvelle preuve de sa disponibilité et de son ouverture à travailler pour mettre fin à une crise qui perdure depuis plus de 30 ans. Autre point essentiel, l'interdiction ferme de l'exportation illégale de minerais de la RDC, orchestrée par le Rwanda. La première ministre s'est félicitée des avancées notables obtenues à ce sujet, qu'elle qualifie de signaux forts pour un avenir plus serein et souverain. Le président de la République a noté avec satisfaction une amélioration notable des cours du cobalt qui, depuis l'application de la suspension, ont enregistré une hausse de plus de 50%, passant de 21 150 à 33 300 $ américains. Ces niveaux, le plus élevé depuis mai 2023, valident l'approche adoptée par le gouvernement et permet d'envisager à court terme un rétablissement significatif des contributions en revenus de l'État issues de l'exploitation de cette ressource. Au-delà de ce point, les membres du gouvernement ont planché sur plusieurs autres dossiers clés, parmi eux l'évaluation de la situation sécuritaire, humanitaire et épidémiologique dans les différentes provinces du pays. L'état d'avancement du projet de construction des rocades de Kinshasa a également été examiné, tout comme la situation actuelle du marché d'échange et celle de biens et services. Dans un autre chapitre, l'Assemblée nationale a autorisé pour la énième fois la prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. En réaction, le député national Patrick Saloumou suggère qu'au regard de la situation sécuritaire précaire dans la partie est de la RDC, que la ville de Bukavu soit également placée sous état de siège. Les propos du député national Patrick Saloumou ont été recueillis pour vous par Rachel Adassa-Liouala et Il est vrai que l'état de siège a précédé plus ou moins la dégradation de la situation qu'on vit depuis le début de l'année, donc depuis le mois de janvier. Mais au stade où nous en sommes, nous avons eu à discuter longuement depuis le début de la législature sur le bien fondé de cette prorogation. Faut-il proroger ou pas? Alors, pour ceux qui spécialement se disaient que la prorogation était inutile, je pense qu'il est possible que nous nous soyons retrouvés dans une situation davantage difficile si par exemple on disait aux responsables militaires qui se trouvaient à Goma et peut-être aussi en Ituri, foutez les camps, quittez, il faut qu'on mette un civil là-bas. Donc c'était par précaution qu'on a toujours voté pour le maintien. Alors à ce stade, il se pose une question logique. C'est celle de se dire, on l'a fait autant pour l'Ituri et le Nord Kivu, mais le Sud Kivu est déjà affecté, il est déjà atteint. Si on doit être logique, on devrait appliquer le même régime auquel le Nord Kivu et l'Ituri sont soumis. On devrait aussi l'appliquer au Sud Kivu. Et ça n'a rien de personnel contre les personnes qui dirigent la province du Sud Kivu actuellement, mais en toute logique, il est probable qu'on puisse aboutir à ce genre-là de situation. À
À quand la fin de la guerre d'agression dans la partie est de la République démocratique du Congo? La question vaut son pesant d'or au regard de multiples violations de cessez-le-feu de la part de l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. C'est une situation qui plonge de plus en plus les Congolais dans la confusion. Le développement de cet élément avec Rachel Mavitidi. Nous croyons qu'après la rencontre Félix-Antoine Tshisekedi, Paul Kagame à Doha, il y aurait cessé les feux immédiats. C'est ce qu'on peut entendre sur les lèvres de plus d'un Congolais. Cependant, la dernière ville tombée entre les mains des rebelles du M23, c'est Walikale Centre. Et ça se passe seulement quelques jours après la dite rencontre. Les rebelles M23FC continuent leur avancée en défiant les différents cessez-les-feux. Les derniers cessez-les-feux inconditionnels et immédiats avaient été convenus le 19 mars entre les présidents congolais Félix-Antoine Tshisekedi et rwandais Paul Kagame lors d'une rencontre à Doha au Qatar. 4 jours plus tôt, soit le 15 mars, Joao Lorenzo, président de l'Angola et médiateur dans les conflits de l'Est de la RDC, avait lancé un appel similaire. Un appel lancé dans la perspective des négociations directes entre le gouvernement et le M23 prévu le 18 mars à Luanda, mais annulé après les retraits des rebelles du processus. Tous ces appels restent lettres mortes et malgré les initiatives diplomatiques, le combat se poursuit et l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23FC gagnent du terrain. D'où cette préoccupation majeure du peuple congolais. À quand la fin de la guerre? Du côté ECC-Senko, les consultations se poursuivent. Les duos a échangé jeudi avec le vice-premier ministre belge, une initiative soutenue par la Mouka de Martin Fayoulou. Pour cette plateforme, la résolution de la crise congolaise passe par l'organisation du table ronde. Ainsi invite-t-elle le chef de l'État à s'impliquer dans cette démarche des hommes d'église. Toutefois, une seule entente pour la population de l'Est en particulier et de la RDC en général, le retour de la paix. Poursuivons ce journal avec ce communiqué qui émane du ministère de la Justice. Interdiction par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux des grands rassemblements pour la clôture de la prière de l'Aïd au Fitre des musulmans. Cette mesure est consécutive aux violents affrontements survenus en 2021 opposant les deux fractions de la Comico. On en parle avec Emeline Kambidio. Le vice-premier ministre, ministre de la Justice, entend préserver l'ordre public et la paix sociale par sa décision du vendredi 21 mars interdisant de grands rassemblements à Kinshasa à la Comico pour la prière de clôture de Ramadan. Pour cette fin, l'organisation devra prévoir cette prière dans les mosquées. Une décision qui s'appuie sur les incidents causés par les affrontements de 2021 au stade de Martyrs, opposant les deux factions de la Comico dirigées à l'époque par Youssouf Djibondo et Abdallah Mangala. Les conséquences enregistrées, un agent de l'ordre décédé, plusieurs blessés de deux camps et plusieurs dégâts matériels. La justice avait condamné 31 prévenus, dont 29 à la peine capitale et 2 à 5 ans de prison. Notez que le ministre de la Justice prévoit la mise en place d'une commission ad hoc qui aura la mission de résoudre cette crise et identifier les imams et les mosquées habilitées. Et dans un autre registre, cérémonie d'ouverture publique des plis pour 78 projets de développement pour la province de Kinshasa, des projets soutenus par le gouvernement central qui touchent notamment plusieurs secteurs essentiels de la vie des Kinshasa. Il s'agit de construction de 31 centres de santé, 27 écoles primaires dont 7 à Lukunga, 2 marchés et autres. Je voulais suivre plutôt les propos du ministre provincial chargé du budget lors de la cérémonie. Il s'agit notamment de l'installation complète des cellules de gestion des projets et des passations des marchés publics dans tous les services contractants des marchés publics dans la ville de Kinshasa. Il s'agit également de l'élaboration systématique des plans de passation des marchés publics par tous les services contractants, de la restructuration de la direction provinciale des contrôles des marchés publics DPSMP en lui confiant un rôle central dans les contrôles de la commande publique provinciale et dans l'encadrement des cellules de gestion du projet. Les marchés publics comme un outil de transformation
sont essentiels pour financer et réaliser des projets qui améliorent non seulement la vie des concitoyens, mais qui impulsent les développements. À Kinshasa, nous avons des défis importants à relever, tels que la sécurité, la propriété publique de notre environnement et la modernisation de nos infrastructures. Grâce à des procédures de passation des marchés efficaces et transparentes, nous pouvons mobiliser des ressources nécessaires pour relever ces défis qui se présentent à nous. Les marchés publics dont nous parlons aujourd'hui permettent de financer des projets de sécurité tels que l'installation des systèmes de surveillance, l'amélioration des infrastructures publiques et l'équipement de nos forces de police. Kinshasa mérite d'être une ville propre et salubre. Les marchés publics peuvent donc jouer un rôle crucial, un rôle clé dans la gestion intégrée et durable de nos déchets. Ainsi, également dans l'amélioration des systèmes d'assainissement et de la promotion de l'accès à l'eau potable pour l'ensemble de nos concitoyens, aujourd'hui évalués à plus de 17 millions de compatriotes. Place à présent à la femme au mois de mars, au mois de la femme, et toutes les femmes sont à l'honneur. Et pour ce faire, Vert Pâturage Télévision fait un zoom sur Yolande Elébé, ministre de la Culture, Arts et Patrimoine de la République démocratique du Congo. Suivez le parcours de cette dame culturelle. Les écrivains, les poètes doivent crier, rappeler l'homme, lui rappeler ce qu'il est, le ramener à lui-même. Lui dire qu'il n'y a pas que le matériel, il y a une pensée en toi. La ministre Yolande Elébé et fille du journaliste Philippe Elébé, figure des lettres zaïroises. Elle est une écrivaine, journaliste et fondatrice de l'ASBEL Kinoiserie, dont l'un des objectifs est de venir en aide aux enfants en situation de précarité à Kinshasa. Yolande Elébé a au fil des années occupé divers postes de responsabilité dans des institutions publiques et des organisations de la société civile. Elle a été conseillère socio-culturelle du gouverneur de la ville de Kinshasa. Elle a aussi joué un rôle crucial en tant que coordonnatrice des points focaux au niveau mondial et représentante de la RDC. Yolande Elébé a présidé l'Association des femmes des lettres du Congo, où elle a mis en avant le travail des écrivaines et des artistes féminines du pays. Elle est surtout cofondatrice du collectif des artistes et des culturels de la RDC. Yolande Elébé a participé à la Commission nationale de la Rumba pour son inscription au patrimoine immatériel de l'UNESCO, un combat qu'elle a mené avec passion et détermination. Par ailleurs, Yolande Elébé est secrétaire générale honoraire de la commission spéciale de coopération Brazzaville-Kinshasa, un poste qui lui a permis de renforcer les liens culturels entre les deux capitales africaines. En tant qu'experte culturelle, elle a contribué à la désignation de Kinshasa et Brazzaville comme capitale africaine de la culture 2024-2025. C'est en mai 2024 que Yolande Elébé est nommée ministre de la Culture, Arts et du Patrimoine de la République. Et toujours en rapport avec la femme, Vert Pâturage Télévision est allé à la rencontre de Louise Namboué, une femme qui a choisi la coupe et couture comme métier des survies. Et dans cet élément, elle nous parle de ses motivations, les difficultés qu'elle rencontre et les avantages qu'elle tire de son métier. Ida Malouba et Junior Umba l'ont rencontré. Louise Namboué-Pukuta a choisi la couture pour se rendre utile à la société. Chaque tissu qui passe par ses mains est mis en valeur à la grande satisfaction de sa clientèle. Ici, Louise nous relate sa petite histoire d'amour avec la couture. Bon, disons toute petite, j'aimais jouer avec les poupées. J'aimais énormément jouer avec les poupées et puis quand je jouais avec les poupées, j'avais tendance à confectionner des habits pour les poupées. Chaque fois que je revenais de l'école, j'ai passé toujours vers les maisons de couture, j'ai ramassé les pagnes, je rentrais à la maison, je faisais des habits, j'ai créé des habits pour les enfants, pour mes poupées. En tout cas, moi, je jouais à la poupée jusqu'à 15-16 ans et je les habillais. Ça me faisait du bien. Et puis, un jour arrivé, je crois quand je devrais franchir l'option, je devrais choisir ce que je devrais faire, j'ai demandé à ma mère, qu'est-ce que je peux faire? Maman m'a dit, fais ce qui te passionne le plus. Et moi, ce qui me passionnait, c'était la couture. Comme chaque métier, la couture est tout aussi parsemée de difficultés. Mais comment Louise arrive-t-elle à relever les défis liés à son métier? Difficultés rencontrées, déjà, c'est s'imposer.
D'abord, il faut s'imposer et c'est pas facile parce que après mon diplôme d'État, j'ai pas continué en coupe et couture à l'université. À l'université, je suis allée faire le Beaux-Arts. Et du coup, moi, la couture que j'ai fait, c'est depuis l'humanité. C'est ce que j'ai appris à l'humanité. Je regardais Internet, parfois mon imagination, je poussais un peu plus loin mon imagination. Et j'ai béni Dieu pour mon entourage. J'ai quand même des amis toutes mes amies sont mes clientes. Du coup, ce sont eux qui m'ont aidé à gagner encore plus la clientèle. Étant épousée mère, Luizy arrive tout de même à concilier les tâches en sa charge. Ce, grâce au sens d'organisation dont elle fait preuve. Déjà toute petite, notre maman nous a appris le sens d'organisation. Donc, j'ai vraiment appris à m'organiser. Ce qui fait que je ne sens pas le poids. Je ne ressens pas le poids d'être femme, épouse, mère. Je dois gérer la maison, je dois gérer mon travail. Donc, je ne sens pas le poids parce que je sais organiser mon temps. En ce 21e siècle, il est toujours possible pour chaque femme de trouver une activité génératrice de revenus. Luizy Nambwe Pukuta fait partie des modèles inspirants. Et on va quitter la femme pour parler sport. 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. La République démocratique du Congo a battu le Soudan du Sud sur la note d'1-0. L'unique but des fauves congolais a été marqué par Théo Bongunda à la 40e minute, peu avant la pause. Une victoire qui permet au poulain de Sébastien Desabre d'occuper provisoirement la première place du groupe B avec désormais 10 points. Avant d'affronter la Mauritanie ce lundi, le 24 mars, le sélectionneur national des Léopards de la RDC, Sébastien Desabre, est revenu sur la victoire de son équipe en conférence de presse d'avant-match. Shadrach Tenta. Il faut féliciter le gardien adverse, sincèrement, parce que je pense que sans une prestation de très haut niveau du gardien, on rentre avec 4 buts pour nous en première mi-temps et l'analyse est tout autre. Moi, en tout cas, ce que je note, c'est toujours sur un entraîneur, effectivement, on aime marquer plus de buts, mais c'est surtout là, le nombre d'occasions qu'on se crée. C'est ça qui est important. Et on avait changé nos animations, on avait même changé le système de jeu aujourd'hui. On avait bien travaillé tactiquement toute la semaine pour apporter justement un peu plus de nombre en attaque, de recentrer un petit peu plus Wissa, d'avoir un joueur de couloir qui est capable de prendre la profondeur comme Silas et un joueur de pied de l'autre côté dans le couloir qui est capable de déclencher certaines animations hautes. Donc voilà, aujourd'hui c'est une grande satisfaction parce que l'on prend 3 points, on ne prend pas de but, on a vu un système de jeu qui était efficace et ça donne quand même pas mal de possibilités pour les autres rencontres. Merci. Et puis les joueurs de la sélection nationale de la RDC ont reçu les encouragements du ministre des Sports Didier Boudimbu et de Bestine Kazadi, responsable du football féminin au niveau de la Confédération africaine de football. C'était après leur victoire face au Soudan du Sud le vendredi 21 mars au stade des Martyrs de la Pentecôte. On en parle avec Shadrach Tenta. Aussitôt le coup de sifflet final retentit, c'est un ministre de sport tout sourire qui s'est précipité dans les vestiaires. Objectif, féliciter les Léopards pour leur victoire précieuse face au Soudan du Sud. Un succès qui relance la RDC dans sa course à la qualification pour la Coupe du Monde 2026. D'abord, je tiens à tous vous féliciter. Vous avez été juste magnifique. On a vu une équipe, c'est comme si on rêvait. Mais c'est formidable et je pense que si on continue comme ça, c'est sûr qu'on sera qualifié. Vous allez arriver à donner cette fierté à ce pays qui est en train de subir une agression rwandaise, on le sait. Et c'est comme ça que vous me voyez avec ce brassard, parce que nous subissons cette agression-là. Et je suis sûr à 1 milliard de % qu'aujourd'hui, vous allez donner un sourire au peuple congolais, partout où ils sont. Je pense que les Congolais sont fiers de vous, parce que nous, on a crié, vous allez voir les vidéos, on a sauté dans tous les sens. Vous allez donner une certaine joie que vous ne pouvez même pas imaginer. On espère le temps que vous puissiez répondre qu'en Mauritanie, vous allez encore faire mieux.
Parce qu'on a besoin de toutes ces victoires et je pense que vous allez y arriver. Parmi les figures présentes au stade de Martyrs, Maître Bestine Kazadi, récemment élue présidente du football féminin à la CAF, elle aussi n'a pas manqué d'adresser quelques mots d'encouragement aux fauves congolais, saluant leur combativité et leur détermination sur le terrain. Grâce à vous, grâce à votre sport magnifique, aujourd'hui vous nous avez fait du football exceptionnel. Tout à fait. On était, d'ailleurs c'était pas 1-0, on devait être à 3-4. Ouais. Dieu en est décidé autrement, mais en tout cas on est fiers de vous. Je suis sûr que le président, là où il est, il vous a regardé, il a sauté de joie tel que je le connais, avec énormément de beaux mots cœur. Mais pas le temps de savourer pleinement cette victoire, car les Léopards sont attendus dès ce lundi 24 mars à Nouakchott, capitale de la Mauritanie, pour discuter la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, une autre étape cruciale sur la route du rêve mondial. En international, page noire avant de se quitter, je l'ai annoncé au sommaire, le monde de la boxe est en deuil, il pleure l'une de ses légendes. Georges Foreman, redoutable poids lourd, ancien champion du monde de la boxe, est décédé dans la nuit du vendredi au samedi à l'âge de 76 ans. On en parle avec Shadrach Tenta. Figure incontournable des années 70, George Foreman avait marqué l'histoire du noble art par sa puissance, sa présence et son palmarès. Texan d'origine, il avait débuté sa carrière en fanfare en remportant l'or olympique avant de terrasser Joe Frazier en 1973 pour s'emparer du titre de champion du monde de poids lourd. Mais c'est sa défaite mythique face à Mohamed Ali lors du célèbre Rumble in the Jungle à Kinshasa en 1974 qui reste gravé dans les mémoires. Ce soir-là, Foreman perdait son titre mais entrait tout de même dans l'histoire. Après un premier retrait des rings, George Foreman entame une seconde vie hors de normes, prêcheur, homme de foi, mais aussi homme d'affaires accompli. Il revient sur les rings dans les années 90 et crée l'exploit en redevenant champion du monde à 45 ans contre toute attente. Cette nuit, sa famille a annoncé son décès sur les réseaux sociaux, saluant la mémoire d'un mari, d'un père, d'un grand-père et d'un prêcheur dévoué. George Foreman, c'était la force brute sur les rings, mais aussi la force tranquille d'un homme qui a su se réinventer. It is over in the second round. George Foreman is the heavyweight champion of the world. Paix à l'âme de cette légende de la boxe. Ainsi prend fin ce journal. On vous rappelle les principaux titres. Le 24 mars, des consultations politiques annoncées par le chef de l'État. Un point de presse a été tenu ce jour par le directeur de cabinet du conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Elles reposeront sur plusieurs principes clés dont la gouvernance inclusive et participative. Et puis le rebelle terroriste du M23 firme leur retrait ce samedi de la ville de Walikale selon leur communiqué. À la ministre d'État des Affaires étrangères d'évoquer la rationalisation de la matérialisation de leurs décisions avant toute chose. Et en sport, page noire, le monde de la boxe en deuil. Il pleure l'une de ses légendes, en l'occurrence Georges Foreman, le redoutable poids lourd et ancien champion du monde, décédé la nuit de vendredi à samedi à 76 ans. Et ça sera tout pour ce soir, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end chez vous. Au revoir.